Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il est enfin temps de commencer à découvrir ces 3 titres de fantasy orientale parce que je vous promets un vlog spécial fantasy orientale depuis le début de l'année. Et dans ce vlog j'ai décidé de lire 3 titres. Il y en a 2 qui sont des fantasy orientales one shot et ça c'est plutôt pas mal. Et le dernier c'est un premier tome de duologie. À la base je voulais faire que des tomes uniques, des one-shots, mais j'étais trop tentée de rajouter celui-ci, donc c'est parti. En premier lieu, il y a Un étranger en eau Londres de Sophia Samatar, publié aux éditions Argile. J'avais trouvé ce roman pour 2 € je crois, ou 3 € peut-être, dans un Easy Cash, et pour tout vous avouer, c'est parce que j'ai trouvé ce roman que j'ai eu l'idée de ce vlog. Je ne vais pas vous faire un résumé de chaque roman parce que je vous les proposerai une fois que j'aurai commencé à découvrir les histoires, mais sachez que pour celui-ci, à la fin du résumé, on nous dit que Un étranger en Londres a été récompensé par les plus prestigieux prix anglo-saxons, le World Fantasy Award, le British Fantasy Award notamment, et figure dans la liste des 100 meilleurs romans de fantasy à lire selon le très réputé journal The Time. Mais surtout, il est une formidable ode à la plus séduisante des magies, celle des livres. Très curieuse de découvrir celui-ci. Ensuite, dans cette petite pile à lire des fantaisies orientales, j'ai évidemment Maître des djinns de Paige Lee Clark, que j'ai reçu à Noël en 2024. Donc ça fait pas tout à fait un an qu'il est dans ma pile à lire, mais on s'en approche. Et ça fait hyper longtemps que je veux découvrir ce roman qui est publié aux éditions La Talente, parce que déjà, pardon, mais il est juste magnifique. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont déjà lu, ça fait un peu partie de ces classiques presque de la fantaisie orientale, et là aussi c'est un one shot. Je sais jusqu'ici ça se passe en Égypte et on va suivre une enquête, un murder mystery, mais dans un univers de fantaisie plutôt poussé. Très hâte de voir ce qu'il en est. Et enfin le troisième et dernier livre de ce vlog, c'est donc celui-ci qui est un premier tome de duologie. Je ne sais pas si on va pouvoir parler vraiment de fantaisie orientale, j'ai l'impression qu'on va plus partir dans une fantaisie young adulte, ce qui sort un petit peu de ma zone de confort, mais en même temps il m'intrigue tellement, je voulais vraiment l'inclure dans ce vlog. C'est le premier tome des Secrets du Nil avec What the River Knows d'Isabelle Ibáñez. Et bon, là encore une fois, pardon, mais la couverture magnifique, ainsi que le jaspage. Je suis fan. Et celui-ci il est sorti récemment aux éditions Rajo. Quand je dis récemment, c'est il y a plusieurs mois déjà, mais ça date pas de l'année dernière non plus. Donc comme je vous le disais, un roman plutôt young adulte, assez particulier pour moi parce que c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, mais je suis tellement intriguée par l'histoire que je veux me laisser tenter. Et ici ça se passe au 19e siècle, où on va suivre une jeune fille qui va être forcée de partir en Égypte sur les traces de ses parents disparus. J'espère qu'on va retrouver un fort côté archéologie parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et c'est aussi pour ça que je voulais l'inclure dans ce vlog. Et au moment où je vous tourne cette intro, je ne sais toujours pas par quel titre je vais commencer ce vlog. Je vous avoue que je ne sais pas quel est le plus judicieux à découvrir en premier lieu. Bref, dans tous les cas, on se retrouve une fois que j'aurai commencé ma première lecture. Je vous retrouve pour un petit update parce que j'ai commencé il y a 2 jours ce premier tome de duologie What the River Knows de Isabelle Ibáñez et je suis arrivée à la page 195 au chapitre 11 et je dois vous avouer que ça se lit tout seul. Je passe un super moment de lecture. Mais d'abord un petit résumé de ce roman. On suit ici
Inès qui a 19 ans et qui au début de ce roman, dans le prologue, apprend que ses parents sont morts, ses parents qui passent la moitié de leur année en Égypte. Ils sont archéologues ou en tout cas ils sont passionnés d'archéologie et ils laissent donc leur fille Inès en Argentine. Donc 6 mois de l'année elle est seule avec une autre partie de sa famille, sa tante et ses cousines, et elle se languit de ses parents. Elle se languit tellement qu'elle essaie depuis plusieurs années de partir avec eux en Égypte et ils refusent à chaque fois. Et quand on la rencontre au début du roman, elle s'impatiente de recevoir une lettre de ses parents puisqu'elle a encore une fois demandé à aller avec eux et cette fois-ci elle ira coûte que coûte en Égypte, elle les rejoindra. Sauf que quand elle reçoit la lettre, c'est malheureusement pour qu'elle apprenne qu'ils sont morts. En tout cas, ils sont portés disparus, ils se sont aventurés dans le désert et on n'a plus jamais eu de nouvelles d'eux. Donc ils sont présumés morts. Et à partir de là, Inès n'a qu'une idée en tête, partir en Égypte, toujours, mais cette fois-ci sur les traces de ses parents pour comprendre ce qui s'est passé. Elle envoie une lettre à son oncle qui vit sur place depuis de nombreuses années, qui s'est installé, qui s'est expatrié en Égypte. Et lorsqu'après des semaines de voyage, elle arrive enfin à bon port, c'est une autre personne qui la récupère, c'est comme qui dirait l'homme de main de son oncle qui vient la chercher. Et c'est là que débute réellement l'intrigue et l'aventure de toute cette histoire. Et je vous avoue que pour le moment, comme je vous le disais, je passe un super bon moment. Je vous avais dit que c'était la lecture la plus young adulte des 3 que j'ai choisi pour ce vlog. Bah en fait non, je dirais même que c'est plutôt du new adulte parce que le côté young adulte, ce côté vraiment que j'apprécie pas parce que c'est trop lourd, trop simpliste, trop ado finalement, bah je le ressens pas. Je considère plutôt cette lecture comme du new adulte. Du moins jusqu'à présent. Donc franchement, c'est pas si pire. Je m'attendais à ce que ce soit plus indigeste et là, en fait, ça se dévore. Ça se dévore parce que c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup la relation entre les personnages. Donc Inès, notre personnage principal que l'on suit 95% du temps, je dirais, et l'assistant, Whit, qu'on suit de temps en temps sur de très courtes périodes pour avoir son point de vue. Bref, jusqu'à présent, j'aime beaucoup la relation entre les deux. Ils s'exaspèrent l'un l'autre, ils s'envoient des pics à n'en plus pouvoir, mais on sent qu'il y a quand même une petite attirance. Et bon, d'habitude, moi, tout ce qui est romance, ça me botte pas forcément, mais là, je passe un super moment. Et pour ce qui est du côté fantasy, ça reste assez léger finalement. On est dans notre monde, mais avec ce petit côté magie qui est connu, à savoir que certains artefacts, certains objets historiques ont des traces plus ou moins fortes de magie, et ce petit côté magique réagit plus ou moins selon les personnes. Et Inès, au tout début de ce roman, voire même avant qu'elle reçoive la lettre d'annonce de décès de ses parents, elle a reçu quelques semaines avant un colis de la part de son père en provenance d'Égypte où elle a seulement reçu une bague très intrigante et quand elle la porte, elle ressent justement cette magie. Donc voilà, un côté fantasy, magie assez léger, mais ça reste hyper sympa à lire. Et j'adore aussi l'ambiance historique de ce roman, puisque pour rappel, ça se passe en 1884, donc fin du 19e siècle, et on sent bien la touche historique et c'est vraiment quelque chose de très sympa à lire, d'autant plus que l'autrice en profite pour dénoncer le colonialisme, puisque pour rappel, à ce moment-là, l'Égypte, elle est complètement déchirée entre les colons anglais, les colons français et les colons néerlandais. Donc en plus de l'intrigue qu'on suit, on a quand même ces petites dénonciations, ce thème du colonialisme. Et dernière petite info, dans cet update, c'est extrêmement aéré. C'est aussi pour ça que ça se dévore, ça reste hyper aéré. Donc forcément ça se lit très vite. Et en plus de ça, on a des petites parties ici illustrées très jolies, des en-têtes de chapitres tout aussi mignonnes, mais on a aussi de temps en temps des petites illustrations qui sont vraiment incorporées dans le récit. Je vais essayer de vous retrouver la dernière sur laquelle je suis tombée tout à l'heure, qui est une illustration de Whit, notre love interest, qui est de ce côté-ci. Voilà, donc pour le moment, une très agréable surprise et j'ai hâte de continuer. D'ailleurs, je vais m'y remettre dès maintenant. Je vous retrouve quelques jours plus tard, j'ai terminé What the River Knows.
le premier tome de cette duologie Les Secrets du Nil d'Isabelle Ibáñez, publié chez Rajo. Et j'ai passé un super bon moment avec cette lecture. Mais il n'y a pas grand chose qui change par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois que je vous ai retrouvé. J'aime beaucoup notre personnage d'Inès, j'aime beaucoup les personnages qui évoluent autour d'elle. J'adore l'ambiance à la fois égyptienne et historique du roman, vraiment petite pépite. Gros plus avec le côté archéologie, plongée dans le désert qu'on retrouve sur une certaine partie du roman. Vraiment j'avais l'impression d'être en Égypte à la fin du 19e siècle. J'ai passé un super bon moment. Ceci dit, petit bémol avec le côté romance qui est trop présent à mon goût. Ça reste mon avis personnel. Je pense que si vous vous plongez dans cette lecture avec une très grosse envie de romance et un petit côté magie, fantasy, c'est ce qu'il vous faut. Pour moi, ça manquait de magie, ça manquait de mythologie peut-être, et il y avait trop de romance à mon goût. Ça n'empêche pas que j'ai apprécié cette lecture, que je lirai la suite et fin avec grand plaisir. Je vous avoue que j'ai dévoré cette lecture. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais encore une fois, le texte est hyper aéré, hyper large, ça se dévore. Tant par le format de l'édition, mais aussi avec le style d'écriture de l'autrice, ça se lit tout seul. Il y a certains petits éléments de l'intrigue que j'avais vu venir, mais ça m'a pas empêché d'être en mode qu'est-ce qui s'est passé, mais ça m'a pas empêché d'apprécier la lecture et d'apprécier la direction dans laquelle allait l'intrigue justement. Et avec ce petit plot twist qu'on a à la fin, je me dis est-ce que j'ai bien saisi tous les tenants et les aboutissants ou pas? Je crois que non. J'ai trop hâte de lire la suite. Donc, une très très bonne lecture, mais au niveau fantasy orientale, comme je vous le disais au début, finalement, le côté fantasy il ressort assez peu, le côté oriental il ressort beaucoup, c'est très appréciable. Et même si la magie a son importance dans ce roman, ça reste assez léger. Ah oui, et dernier point positif, le côté young adulte ne m'a pas dérangé plus que ça. Je m'attendais à ce que ce soit plus young adulte que ce que j'ai ressenti à la lecture, donc agréablement surprise. Je vais faire une petite pause dans ce vlog lecture parce que j'ai pas envie d'enchaîner toutes les fantaisies orientales de ce vlog. Donc je vous retrouve dans quelques jours avec la prochaine lecture. J'ai pas encore choisi avec quel titre je vais continuer ce vlog. Est-ce que ce sera Maître des djinns ou Un étranger en Londres? Surprise. Coucou, ça fait un petit moment que je vous ai pas retrouvé dans ce vlog des fantaisies orientales et figurez-vous qu'il y a quelques jours j'ai commencé ma lecture d'Un étranger en Londres de Sofia Samatar. Et si vous vous souvenez bien, c'est celui-ci qui m'avait donné l'envie de faire ce vlog. Et bon, je suis à la page 88. Je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre et pour tout vous dire, j'abandonne cette lecture. Je m'étais dit que je la mettais en pause le temps de lire autre chose et de me changer un petit peu les idées. Et finalement, j'ai aucune envie de retourner dans ce roman, donc je pense que je vais arrêter là. Je suis même pas frustrée de me dire que je le laisse tomber, je suis vraiment en accord avec moi-même. J'ai absolument pas envie d'y retourner. C'est dommage, mais c'est comme ça. J'adhère pas du tout au style d'écriture qui est hyper poétique, assez lourd, et à un point où je vois pas l'intrigue avancer. Je sais pas où on est. La grande majorité du temps, je sais pas où on est, je sais pas ce qui se passe, et s'il y avait pas les dialogues, ben là, à la page 88, je saurais toujours pas ce qui se passe. Je trouve ça hyper dommage parce que ça pourrait avoir un potentiel, mais je suis incapable de vous dire ce qui s'est passé jusque-là. J'ai quand même lu un quart du roman et je sais toujours pas ce qu'on fout là. Je peux juste vous dire qu'on suit notre personnage principal qui est fils d'un riche marchand de poivre. Et c'est tout. Il a quitté son île à la suite de la mort de son père, mais je sais même pas pourquoi. J'accroche pas du tout au style d'écriture. Il y a énormément de mots étrangers. Alors je sais pas si c'est des mots étrangers inventés ou si c'est des mots étrangers d'une certaine langue, d'une certaine culture. D'ailleurs j'avais sélectionné ce roman pour qu'il fasse partie des fantaisies orientales. J'ai l'impression que c'est un bel hommage à la culture indienne peut-être, ou d'un pays voisin de l'Inde, je ne sais pas, mais la plupart des mots sont des notions qui sont expliquées mais où j'ai rien compris. Vraiment je suis en train de passer à côté d'absolument tout ce qui se passe dans ce roman. L'intrigue, l'ambiance, les personnages, tout ce qui est décrit ici, c'est tellement trop décrit, trop poétique, trop lourd que j'ai aucune connexion avec ce qui se passe ici. Donc je laisse absolument tomber. Et j'ai aucun regret. Donc j'espère que la prochaine fois qu'on se retrouve, j'aurai commencé ma lecture de Maître des djinns et je l'apprécierai beaucoup mieux.
y a Ruby le canapé! Petit point dans ce vlog est avancée technologique, puisque vous le voyez, je tiens un micro. C'est une grande première pour moi. On teste, j'espère que ça fonctionne et que vous allez m'entendre parce que je vais faire ce petit point lecture depuis le canapé avec la Ruby. Je voulais juste vous dire que j'ai commencé ma lecture de Maître des Djinns de P. Djeli Clark et jusqu'à présent, j'ai lu que 3 chapitres, je viens d'arriver à la page 59, mais je crois que ça va être mon livre préféré de ce vlog. Je l'ai commencé il y a 2 jours, j'ai envie de dire. J'avance à petits pas parce qu'il y a d'autres lectures que je fais en dehors de ce vlog et que comme souvent, je suis tombée malade. Mais bon, comme je vous le disais, je suis arrivée à la page 59. J'ai pas lu grand chose et pourtant, je crois vraiment que je vais adorer ce livre. Et je vais essayer de vous raconter tout ça en m'installant sans forcément trop déranger la Rubichou parce que je suis malade, mais elle aussi un petit peu. Elle a une conjonctivite depuis plusieurs jours. Je vous en ai parlé pas mal sur Instagram parce que c'est beaucoup plus facile d'en discuter et de faire des petites mises à jour quotidiennes et très courtes. Mais petite conjonctivite de Ruby, ça avait commencé sur un œil, ça a duré 2 jours sur son premier œil, son œil droit je crois. Elle a eu une conjonctivite sur un seul œil et au bout de 2 jours, enfin sur le début du 3e jour, c'est passé sur ses 2 yeux. Donc veto en urgence, ça a encore été un moment d'anthologie parce que le veto et Ruby, à chaque fois qu'elle s'approche du vétérinaire, elle croit qu'elle va mourir. Donc j'ai bien rigolé. Oui. Toi, elle a été un peu traumatisée, mais moi, je me suis marrée comme pas possible. Ouais, mon bébé. Oui, on s'installe. Ruby malade, Olivia malade, mais le but du jeu, c'est quand même de vous faire un petit update lecture sur Maître des Djinns. Et comme je vous le disais, je pense que ça va être vraiment pas mal, parce que ça me fait énormément penser aux Cités divines de Robert Jackson Bennett. Alors, vous le savez, j'ai pas lu la série en entier, je traîne toujours le tome 3 dans ma palle parce que j'ai peur. Mais j'avais beaucoup apprécié les tomes 1 et 2, ça avait été des coups de cœur de toute façon. Et j'ai le même ressenti avec le début de Maître des Djinns. Le style d'écriture me fait beaucoup penser à celui de Robert Jackson Bennett. Alors pas forcément introduire les personnages, quoique l'introduction de notre personnage principal j'ai beaucoup aimé, mais cette façon de démarrer l'intrigue, démarrer le roman, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les séries et dans les films, tout ce qui est policier, thriller. J'aime beaucoup parce qu'en fait on démarre avec le point de vue des personnes qui vont se faire assassiner, à l'endroit où ils vont se faire assassiner, et finalement on est lancé dans l'intrigue et dans le monde qu'on ne connaît pas encore parce que c'est un monde fantastique, il y a de la magie, il y a des djinns, et on est parachuté là-dedans dans leur quotidien jusqu'au crime. Et vraiment, j'adore parce que tu crois vraiment que c'est le personnage qui est en train de te raconter ce qui se passe, que tu vas le suivre jusqu'au bout, alors que pas du tout, il meurt à la fin du 1er chapitre. Et Robert Jackson Bennett a une façon un petit peu similaire d'introduire des personnages et des événements. C'est vraiment un des éléments que j'adore le plus chez ce mec. Et écoutez, j'ai retrouvé pareil dans Maître des Djinns. Je trouve ça incroyable. En plus, on suit un personnage ici, je pense que du coup, ça va être notre personnage principal. Elle s'appelle Fatma et elle est agent pour le ministère d'Égypte. Mais c'est un agent un peu spécial, je crois comprendre. J'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais j'ai l'impression que c'est un peu un agent spécial. Et c'est un peu ce qu'on retrouvait dans le tome 1 des Cités divines avec notre personnage principal qui était Shara, je crois. Et comme Shara, Fatma, c'est une femme dans un monde d'hommes qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui en veut, qui est très intelligente, trop intelligente même d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que ça va être dans le cas dans Maître des Djinns, mais je crois que ça va être un personnage qui est trop intelligent pour avoir sa place propre dans la société, avoir des amis, avoir une famille et être
une personne dite normale au niveau social. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais moi dans ma tête c'est clair. Et là où j'en suis, forcément j'en suis pas loin, donc je viens de finir le chapitre 3, enfin je l'ai fini hier soir, et elle vient d'être mise sur l'enquête du crime qui a eu lieu dans le chapitre 1. Et voilà, comme je vous le disais, je pense que je vais me régaler. J'aime beaucoup le peu que j'ai vu du world building, où comme je vous ai dit, il y a de la magie, il y a des djinns, et j'ai cru comprendre que la magie et les djinns, ça fait pas longtemps qu'ils sont dans ce monde-là. C'est une magie où les humains normaux, les humains lambda, sont toujours peut-être un peu réfractaires. Il y a des gens qui acceptent, il y a des gens qui acceptent pas. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose d'hyper accepté, d'hyper ancré dans la société égyptienne de l'époque. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais évidemment ça se passe en Égypte et ça se passe dans les années 1920. Alors le côté 1920, je l'ai pas trop ressenti, hormis dans la façon de parler des personnages, où là, oui, effectivement, j'ai bien l'impression d'être dans les années 20, et je ressens bien aussi les différences de statut social entre certains personnages. Vraiment, c'est super cool. Ça m'étonnerait pas du tout que ce soit un coup de cœur. Et alors ok, je m'avance peut-être parce que je suis qu'à genre 10%, enfin peut-être un petit peu plus. Je suis entre 10 et 15%. Mais si c'est pas une très très bonne lecture, je crois que je vais être déçue. Tout ça pour dire, j'ai commencé la dernière lecture de ce vlog. Je suis en bonne compagnie avec la Rubichou. Et je vais continuer ma lecture. T'en dis quoi, Ruby ? Ah oui, d'ailleurs, j'avais oublié de préciser, mais encore une similitude avec les cités divines, c'est un monde steampunk. Tout ce qui est technologie, ingénierie et avancée technologique, ça existe. Dans ce monde-là, ils ont ce qu'ils appellent des eunuques chaudières. Et c'est, de ce que j'ai compris, des espèces de robots servants qui servent pas mal de domestiques. À voir comment ça va évoluer. On va partir sur un truc en mode iRobot. Bon, c'est la troisième fois que je vous tourne ce clip, cet update et la fin de ce vlog. J'espère que ça va fonctionner. D'ailleurs, je m'excuse par avance, mais évidemment, comme c'est la troisième fois, ça veut dire que ça va être la troisième fois que je vais redire des choses et je pense que je vais en passer à la trappe. Désolée si ça paraît succinct, désolée si ça paraît abrégé, mais j'en ai un peu marre de me répéter et je pense que je vais louper des trucs. Mais j'ai donc terminé il y a quelques jours ma lecture de Maître des djinns et sans surprise, ça a été une très très bonne lecture. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Et très clairement, si sur Babelio on pouvait mettre des quarts d'étoiles, ce serait un 4,75. Parce qu'au niveau des bémols, il y en a très très peu et ça reste vraiment léger. Je suis un peu déçue parce qu'en plus d'avoir eu des soucis au niveau de la vidéo de l'outro que j'avais fait il y a déjà quelques jours, j'avais aussi fait un update à 60% où je vous parlais plus en longueur du titre et je l'ai perdu aussi. Enfin, c'est pas que je l'ai perdu, mais j'ai eu des soucis et en gros, vous aviez la vidéo, mais pas l'audio. Mais sachez que entre les 60% et les 100%, il s'est écoulé quelque chose comme 24 heures. En fait, je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré. J'ai mis un petit peu de temps à le lire parce que en cours de route, s'est calé une lecture commune avec Olivia de la chaîne Living Books où on lisait un autre titre et j'étais très malade. Je ne pouvais pas lire 2 livres en même temps. Donc j'ai fait le choix de mettre celui-ci en pause pour pouvoir me consacrer à ma lecture commune, pouvoir comprendre ce que je lisais et ne pas rusher 2 livres et ne rien comprendre. Donc je l'ai mis en pause sur quelques jours et quand je l'ai repris,
J'avais peut-être oublié 2-3 détails parce que je savais plus exactement où on s'était arrêté dans l'intrigue, mais j'ai tout de suite replongé et c'était toujours aussi bon. J'ai adoré le world building. Pour rappel, on est au Caire et on est en 1912. Je sais que j'ai dit 1920 un peu plus tôt, je me suis trompée, c'est en 1912, c'est littéralement écrit dans le résumé juste derrière. Et c'est un world building qui est vraiment très intelligent parce que ça reste assez léger au niveau de la magie, des djinns, du steampunk. C'est important pour l'intrigue, ça donne du peps vraiment à ce monde-là, à cette société-là, sans pour autant nous perdre, nous lecteurs. Ça reste hyper facile à assimiler. Et le style d'écriture de l'auteur, il va pour beaucoup aussi pour l'immersion dans ce roman, dans cette histoire. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être au Caire à l'époque. En plus de ça, il a aussi inséré quelques personnages historiques qui ont réellement existé à cette époque-là. Ça donne encore plus de dimension, si vous voulez, à l'histoire qui est racontée ici. J'ai adoré l'intrigue aussi, évidemment, où on va suivre notre personnage principal, Fatma, qui fait partie, pour rappel, du ministère de l'alchimie, des enchantements et des entités surnaturelles. Elle est donc agent spécial et elle est en charge, je cite, de l'assassinat collectif de la fraternité d'Al-Jahiz par un inconnu qui se prétend Al-Jahiz lui-même. Al-Jahiz étant un puissant mystique, sorcier, on sait pas trop bien, qui a ouvert une brèche et qui a fait que les djinns ont pu envahir ce monde-là. Mais ils l'ont envahi dans un sens où très rapidement ils ont trouvé une place dans la société. Et certes, il y a des régulations, il y a des petits dérapages par-ci par-là, mais globalement ça se passe super bien. Donc on va suivre Fatma, notre personnage principal, mais aussi 2 autres personnages féminins qui gravitent autour d'elle et qui ont leur importance, chacune qui est une partenaire de façon différente de Fatma, et ces personnages-là vont l'aider justement dans cette enquête. Et c'était hyper intelligent de la part de l'auteur parce que ces 3 femmes-là, ce sont des personnages féminins forts, avec pas forcément un gros caractère, mais elles ne se laissent pas marcher sur les pieds et elles en veulent, et elles le revendiquent. Et à travers ce roman, l'auteur il va pointer du doigt tout ce qui est colonialisme, racisme, et au travers des personnages féminins, on va aussi lutter contre le patriarcat de l'époque. Bref, c'était trop bien, je me suis régalée du début à la fin. Si je lui ai mis la note de 4,5, 4,75, c'est parce qu'il y a 2 petits bémols que j'ai relevés. Le premier, c'est que, comme ça se passe dans les années 1912, il y a certains dialogues qui sont assez surannés, assez pompeux, un peu lourds, et c'était des dialogues qui n'étaient pas hyper importants pour l'intrigue principale, mais qui mettent en lumière justement ce côté colonialiste que l'auteur veut dénoncer, et où je vous avoue, je suis passée un petit peu à côté parce que, encore une fois, c'était très pompeux et j'ai pas tout saisi, mais je pense que c'était carrément voulu de la part de l'auteur. Et deuxième bémol, je ne le savais pas avant de lire ce roman et je m'en suis rendu compte pendant la lecture, mais il y a 2 nouvelles qui sont issues du même monde et qui se passent avant Maître des djinns. Et dans Maître des djinns, on est un petit peu spoilé évidemment puisqu'on a des références, des petits easter eggs par rapport à ce qui se passe dans ces 2 nouvelles-là. Donc je suis un peu déçue parce que je me suis fait spoiler, mais en même temps j'ai bien l'intention de les découvrir parce que j'ai envie de savoir tout ce que l'auteur il a pu faire dans ce monde-là avec ces personnages-là. Je me suis déjà renseignée d'ailleurs et je pense que je vais attendre de voir si à Noël j'aurai pas une carte cadeau pour acheter les livres parce qu'ils sont pas disponibles à la médiathèque et au niveau des livres en e-book, en numérique, ils sont quasiment au même prix que les livres papier. Donc je pense que je vais prendre les livres papier. Il y a Les Tambours du Dieu Noir, qui est un recueil avec 2 nouvelles différentes, dont une qui se passe dans le même univers que Maître des djinns, et l'autre c'était Le mystère du tramway hanté. Et on a quelques petites références par-ci par-là avec ce roman. Mais en soi, on n'est pas obligé de lire les nouvelles pour lire celui-ci et tout comprendre. C'est juste que ça spoil un petit peu ce qui se passe avant. Aussi, petite mention que j'avais oublié de préciser avant, donc ça tombe bien que je le refilme. Notre personnage principal est queer, elle est lesbienne ou elle est bi, je ne sais pas, c'est pas précisé. Je pense que même pour elle, c'est pas forcément une question qu'elle se pose. Et c'est quelque chose que j'ai justement apprécié. On sent bien qu'elle veut quand même garder le secret, mais je suis pas sûre que ce soit parce que c'est une relation homosexuelle. J'ai plutôt l'impression que c'est parce que c'est un personnage qui veut garder les choses pour soi, qui est pas forcément à partager un petit peu tout ce qui se passe dans sa vie. Et j'ai adoré ce côté-là parce que je me suis sentie assez proche d'elle, de justement savoir des choses que le reste du monde ne sait pas. Il y a aussi eu une révélation sur un autre personnage qui était très intelligent et qui a là aussi attrait au racisme et à la façon dont on traite les différences. Bref, c'était trop bien, c'était hyper intelligent, c'est de la vraie bonne littérature de fantasy fantastique. Une régalade du début à la fin. Si vous n'avez pas lu Maître des djinns et que c'est quelque chose qui vous tente, foncez. Foncez, vous ne le regretterez pas. Et pour ce qui est de mon appréciation par rapport aux 3 titres que j'ai lus dans ce vlog-là, alors évidemment, le moins bon que j'ai lu et celui où je ne vais même pas vous faire une recommandation, c'est
Un étranger au Londres de Sofia Samatar, puisque je ne l'ai jamais repris et je ne compte pas le reprendre et tout va très bien avec ça. Ensuite vient What the River Knows, le premier tome de cette duologie Les Secrets du Nil de Isabelle Ibanez, qui était une très bonne lecture, qui n'est pas forcément la série, la duologie de l'année, mais une très bonne lecture quand même, et le tome 2 va sortir début 2026. J'ai plus la date précise, il me semble que c'est en janvier ou février, donc ça va pas trop tarder, et je lirai le tome 2, parce que j'ai envie de savoir comment ça se passe, j'ai envie de retrouver les personnages, et j'ai envie d'avoir des réponses à mes questions. Et évidemment, Maître des Djinns en numéro 1, parce que c'était de la pépitas. C'était vraiment, vraiment très bon. Et c'est avec ce classement que je clôture ce vlog, donc n'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez une deuxième partie, parce que j'ai déjà des idées d'autres titres à lire pour un autre vlog à thématique fantasy orientale. Et pour l'emoji du jour, eh bien écoutez, on va y aller avec un emoji qui vous fait penser à l'Orient. Donc je vous les mets ici et dans le titre de la vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye!